La question qui fâche concerne ces terres de l'Arctique au nord-est des États-Unis, le Groenland. Territoire autonome sous la souveraineté du Danemark que Donald Trump convoite ouvertement. Il ambitionne d'en faire le 51e État américain. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Je suis sûr que le Danemark va se faire à l'idée. Depuis 2019 déjà, le président américain réitère son intention de se l'approprier. Nous sommes des Groenlandais. Nous ne voulons pas être américains. Le Groenland a beau répéter qu'il n'est pas à vendre, depuis sa réélection, Trump accentue la pression. Il menace le territoire de droits de douane prohibitifs et n'exclut plus de l'obtenir par la force. Le Danemark a renforcé sa présence militaire au large de l'île. Des navires de défense et des équipes de chiens de traîneau d'élite. Une annonce aussitôt moquée par Donald Trump ce week-end à bord de son avion. Des relations qui se tendent. Le Financial Times rapporte une conversation téléphonique entre les deux chefs d'État qualifiée de douche froide, horrible. La première ministre danoise cherche maintenant du soutien en Europe. Reçue à Berlin puis à l'Élysée hier. Le message très clair des pays nordiques à l'Europe, mais aussi à leurs amis en dehors de l'Europe, c'est qu'il faut bien sûr respecter le territoire et la souveraineté des États. Quitte à ce que l'Europe s'engage militairement, pas si sûr. La solidarité française, elle va jusqu'où sur ce... Est-ce qu'elle va jusqu'à un éventuel engagement militaire? Alors, moi, je ne vais pas commencer à spéculer sur des scénarios, alors que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Alors, face à un président américain que rien ne semble arrêter, l'Europe est-elle tétanisée par Trump? Gallagher Fenwick, réponse. Je suis surpris de la réponse que fait Benjamin Haddad. Et ce qui me surprend et me choque, c'est qu'il fait à peu près les mêmes réponses que quand on parle de Vladimir Poutine et de ses velléités sur l'Ukraine, la manière dont la France se positionnerait. Je pense en l'occurrence que c'est une opportunité pour l'Europe, cette crise, parce que c'est un moment où l'Europe doit exister de manière très concrète dans l'esprit des gens. Vous savez que c'est quelque chose d'un peu gazeux parfois quand vous demandez à nos compatriotes qu'est-ce que c'est l'Europe. Alors c'est de la technocratie, on nous parle de Bruxelles, etc. Là, on a un ami, un allié qui se comporte comme un ennemi. Il s'agit de faire exister l'Europe en se tenant à 27, en invitant le fraîchement nommé et confirmé secrétaire d'État américain Marco Rubio à Bruxelles, pourquoi pas lors d'un conseil comme celui qui se tiendra le 3 février, lundi prochain, afin qu'ils comprennent comment ça fonctionne et que l'Europe, c'est une réalité. Richard Verly, il faut convoquer Rubio et Trump et leur montrer de quel bois on se chauffe, nous les Européens, à la Trump, œil pour œil, dent pour dent. Alors d'abord, pour répondre à la question, moi je pense que l'Europe est tétanisée. Elle l'est et c'est normal. D'abord parce que la méthode, c'est quand même du jamais vu. La manière dont se comporte Donald Trump. Comment voulez-vous ne pas être tétanisé quand votre ami, comme l'a dit Gallagher, allié, vous traite littéralement comme un, j'allais dire, domestique, puisqu'il attend de vous que vous soyez à genoux devant lui. Elle est tétanisée aussi parce qu'il faut bien le dire, il y a pas mal de gens en Europe qui vont devoir faire une sacrée révolution culturelle. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, Madame Kallas, qui représente l'UE pour les affaires étrangères, ce sont des atlantistes patentés. Pendant toute leur carrière, ces dames sont allées prendre leurs consignes à Washington. Quand Gallagher dit qu'il faut le regarder comme un ennemi, il a raison? Je pense pas. Je pense que d'abord, il faut sortir de cette sidération que je peux comprendre. Ensuite, il faut faire la révolution culturelle. Et ensuite, sur certains sujets, il faut peut-être avoir le courage, pas facile, mais de sortir de la résistance pure et simple. Mais sur le Groenland, précisément. Sur le Groenland, moi je pense que l'intérêt c'est de le partager, pas le partager territorialement, de partager l'exploitation avec les Américains. Les Européens ont un intérêt objectif à être associés aux Américains, j'ai pas dit sur le partage du territoire, sur l'exploitation des ressources du Groenland et sur l'exploitation du passage de l'Arctique. Attendez, là, vous nous dites quoi? Il faut qu'ils fassent main basse sur le Groenland pour qu'ensuite les Européens, avec les États-Unis, partagent les minerais? Je dis qu'il faut trouver un accord avec les États-Unis pour que le Groenland soit conjointement exploité par l'Union européenne et les États-Unis. Ce serait ça la bonne solution. Gallagher? Moi, je dis qu'on doit d'abord réfléchir à nos intérêts en tant qu'Européens. On doit consulter les Groenlandais et les Danois
qui, me semble-t-il, sont assez claires pour le moment sur le sujet. Il y a des élections qui arrivent au Groenland. Nous ne sommes pas à vendre, c'est ce qu'ils ont expliqué et dit à maintes reprises. Et à partir de là, effectivement, parce qu'on est des Européens, qu'on est raisonnables et polis, on discute et on dialogue avec des Américains qui ne se comportent pas, je le répète, comme des alliés et des amis sur ce sujet. Et si l'on doit parvenir à un compromis, on le fait non pas sous la contrainte ou la menace, mais de manière consentie et non subie. Donc avant peut-être de se compromettre ou de parvenir à un compromis, il faut avoir les moyens de pression. Oui. Vous avez entendu, il y a quelques personnalités militaires au niveau européen qui commencent à dire, écoutez, pourquoi pas, il va falloir commencer à penser à nous défendre et pourquoi pas envoyer la défense européenne, elle est embryonnaire, mais elle existe quand même, au Groenland pour aider les Danois à défendre, à sécuriser ce territoire. Vous dites oui ? Ne jamais gâcher une bonne crise. En l'occurrence, les Danois étaient, jusque février 2022, très peu convaincus par tous les textes concernant la défense européenne. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle le opt-out, donc la clause qui leur permet de ne pas être liés à l'UE ou contraintes par les différents textes sur ce sujet, préférant le fameux parapluie américain. Voilà qui repense cela. Donc c'est une merveilleuse opportunité pour continuer à faire progresser cette Europe de la défense. Juste un mot là-dessus. Elle existe trop faiblement dans nos esprits d'Européens, mais elle existe dans l'esprit de gens qui ne sont pas... Donc on pourrait menacer militairement le patron de l'OTAN, notre alliance atlantique. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une question, ce n'est pas une logique de menace, c'est une logique de dialogue en amenant tout notre poids et notre union à la table. Est-ce que franchement, est-ce que l'Europe a intérêt aujourd'hui, dans la situation où elle est, avec l'Ukraine, avec les défis commerciaux qui vont être très importants? Aujourd'hui même, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, a présenté la nouvelle stratégie pour revitaliser l'économie européenne. Est-ce qu'on a intérêt, je dis bien intérêt, à une crise avec les États-Unis sur le Groenland? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des principes à faire respecter, la souveraineté territoriale de ce territoire autonome qui, par ailleurs, envisage un référendum sur son indépendance. Mais alors, attendez, parce que là, il menace très clairement. Et alors, ça veut dire quoi? Il pourrait utiliser la force militaire au Groenland, vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde que Trump entrera en guerre, je dirais, militaire avec l'Union européenne. Il va pousser au référendum des Groenlandais? Oui, mais alors pour devenir quoi? Américain? Mais écoutez, ils sont 60 000. Si vous êtes groenlandaise, Myriam, et qu'on vous dit... on vous donne un passeport américain et éventuellement une promesse d'aide sur 10 ans. Vous ne le faites pas? 60 000 Groenlandais. C'est pas ça qu'ils demandent aujourd'hui. Non, aujourd'hui, les Groenlandais veulent l'indépendance et l'autonomie totale. Oui, mais c'est autre chose. En tout cas, pas de crise majeure avec les États-Unis sur le Groenland parce qu'il y a des intérêts, je le répète, des intérêts communs qui peuvent réunir les Groenlandais, les Européens et les Américains qui ont tous les trois intérêt à la même chose. Les intérêts, c'est quoi? C'est les ressources ou c'est le contrôle de ce passage maritime qui est aux mains de la Chine aujourd'hui? D'abord, l'intérêt, le premier de nos intérêts, c'est l'union. Et c'est cette union qui fait, comme le veut le cliché, j'allais dire la force. Ensuite, ici, on n'est pas dans une question de foi. Je crois que ou je ne crois pas. On est dans une question de choix plutôt que d'intérêt. En l'occurrence, cette crise, nous ne l'avons pas choisie, mais elle est là. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de l'affronter et de l'affronter avec les armes qui sont les nôtres. Et l'Europe, je le redis, ça n'est pas rien. C'est 450 millions de consommateurs de classe moyenne. C'est une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis. C'est 27 pays dotés de 27 armées. Ça n'est pas rien. Donc, il ne faut pas paniquer. Non, et il faut au contraire riposter de manière ferme. Oui, alors le terme riposte a une connotation, si vous voulez dire, militaire, belliqueuse. Non, il s'agit encore une fois d'être ferme et juste face à Donald Trump pour lui faire comprendre que le protecteur ne peut pas comme ça décider de devenir agresseur. Merci beaucoup. Voilà une belle question qui fâche. Vous n'étiez pas exactement sur la même ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la voir ou la revoir, il y a maintenant le podcast de Ça vous regarde. Très belle soirée. À demain.